Alors, bonsoir à tous. Je pense que là, vous m'entendez. Je pense que vous m'entendez. Oui, on Euh, t'entend. Super, merci. Merci Paul. Je suis ravi de vous accueillir ce soir, en visio, sur ce temps comment créer et animer une école d'arbitrage au sein de son club. C'est une première étape dans la saison qui est importante pour nous. Je suis ravi de voir le nombre de participants grimper au fur et à mesure depuis tout à l'heure. C'est vraiment quelque chose de positif. Et avant de commencer sur ce sujet, je souhaitais passer la parole à Paul Merliot, président de la Ligue, qui est présent parmi nous ce soir. Donc Paul, je te laisse la parole. Merci Bastien. Bon, rapidement, je tenais à vous saluer, à remercier l'ensemble des participants à cette visio. Je vois qu'on est un peu plus de 50, là, donc c'est très satisfaisant. Bastien, je tenais également à te remercier. On t'a embauché comme conseiller technique à l'arbitrage il y a 2 mois maintenant. C'est un emploi mutualisé avec les 5 comités départementaux et ça, je pense que c'est une très bonne chose. Merci Bastien d'avoir fait le choix de la Ligue des Hauts-de-France parce que tu étais en poste à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Tu aurais très bien pu rester là-bas. Je pense que tu as fait le choix du cœur et tu as préféré rejoindre ta région d'origine. Et puis, donc, je tiens à préciser aussi que Bastien est arbitre de Pro V et qu'il est voué très certainement à une très belle carrière sur le haut niveau. Alors, les enjeux pour l'arbitrage sont importants puisque nous sommes en manque d'arbitres, vous le savez très bien. Nous, au niveau de la Ligue, on a quand même quelques difficultés à désigner en U13 notamment, même si j'ai bon espoir de trouver des solutions très rapidement. Et le pacte Tous Engagés, là, mis en place la saison dernière, devrait nous permettre d'attirer pas mal de nouveaux arbitres. Mais il faut amorcer la pompe et pour amorcer la pompe, il faut mettre en place au sein des clubs des écoles d'arbitrage. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle Bastien a organisé cette visio ce soir. Et Bastien, je te rends donc la parole. Merci Paul. Je rebondis tout de suite sur quelque chose qui est hyper important. C'est effectivement, on se doit d'innover. Et innover, c'est pas forcément créer des choses nouvelles. Oui, c'est une partie, mais c'est aussi prendre des choses qui fonctionnent. Paul l'a souligné, je viens d'une autre région. Enfin, je suis originaire d'ici, mais l'année dernière, j'étais en Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Et les écoles d'arbitrage, c'était quelque chose qui fonctionnait très bien. Donc c'est important de le souligner et pourquoi pas, et c'est ce qu'on va faire, mettre ça en place chez nous, de notre côté. Pour le mode de fonctionnement, la visio est enregistrée pour ce soir, elle sera rediffusée par la suite pour ceux qui ont envie de revoir des choses. Elle sera disponible sur les réseaux sociaux et aussi on essaiera de l'enverrer pour que vous puissiez le télécharger. L'objectif, vous avez les micros coupés, forcément à plus de 50 personnes. Si on commence à échanger, ça va mettre des débats très longs. Donc on a volontairement coupé les micros. C'est pas pour que vous bloquez la parole. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en live dans le chat. Et à la fin, les questions, on reviendra peut-être sur certains points. Et si on n'arrive pas à y revenir à la fin de la visio, on se fera un plaisir de synthétiser tout ça et de vous l'envoyer par mail. D'envoyer un peu un contenu. Donc voilà, je sais pas qui. Nico. Ouais, c'est bon. Donc on vous l'enverra par mail. Comment créer une école d'arbitrage et l'animer au sein de son club? Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran. J'espère. Paul, si tu peux Si me c'est bon, on confirmer. voit Bastien. On voit les slides, il n'y a pas de souci. Et parce que moi, je l'ai un peu en décalé. On va partir sur quatre gros points. Les enjeux de cette mise en place. La mise en place, je pense, c'est ce qui intéresse beaucoup de monde. Comment on met en place une école arbitrage au sein de son club, comment on l'anime, avec qui, quelles sont les solutions. Du coup, on en vient à comment accompagner, comment nous, en tant que ligue et comité, on va vous accompagner. C'est bien de vous dire, il faut mettre des écoles d'arbitrage en place, mais c'est bien de se dire, on va vous aider à les mettre en place. Et c'est là le gros de notre travail. Et le dernier point, et qui relie un peu l'accompagnement, c'est on va parler de la mutualisation, la possibilité de mutualiser vos écoles d'arbitrage avec celles qui sont déjà existantes.
et notamment liées aux problématiques qu'on peut rencontrer sur des candidats faibles. Souvent, on a 1, 2, 3, on verra. On a eu des statistiques qui sont tirées du sondage qu'on a pu faire il y a 2-3 semaines. Donc on ira là-dessus. Les enjeux, c'est là où ça va prendre sens. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on met en place? Alors oui, ce qui est évident, c'est que sur les rencontres en U13 et U11, il n'y aura pas forcément, voire pas d'arbitre désigné, et on doit trouver une solution. Donc le premier enjeu pour nous tous, c'est forcément d'avoir des officiels sur les rencontres désignées, et d'autant plus des officiels qualifiés, ayant des compétences, parce qu'on pourrait mettre un licencié qui n'a jamais trop touché à l'arbitrage, mais s'il est formé, un officiel qualifié adopte peut-être une meilleure posture et a plus de compétences pour arbitrer. Le deuxième enjeu, il est de faire naître des vocations. Alors l'arbitrage, on le sait tous, c'est une passion avant tout. Et il faut faire naître des vocations. L'école d'arbitrage, les clubs, pour raconter une anecdote par rapport à ça, moi j'ai commencé dans un club, on vous avait mis, il y avait plusieurs arbitres de haut niveau, mais les arbitres en général ont commencé au sein de leur club l'arbitrage. Et c'est avec leurs formateurs, avec les autres licenciés qu'ils ont pu se développer sur leur passion. Et il faut essayer pour savoir si on aime ou non. C'est pas quelque chose qui vient comme ça. Si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir si on aime ou pas. Donc le club, l'école d'arbitrage le permet. C'est un des autres enjeux. Le troisième enjeu, c'est d'enrichir les connaissances de vos licenciés. Effectivement, dans vos groupes, peut-être que vous allez avoir des licenciés, bon, ils ne seront pas arbitres. C'est une certitude. Il y aura des pertes, il y aura des gens qui ne vont pas accrocher, qu'ils aiment, qu'ils n'aiment pas. Mais dans tous les cas, on ne pourra pas leur retirer d'avoir enrichi leurs connaissances réglementaires, et d'autant plus qu'ils peuvent les aider en tant que joueurs, en tant qu'entraîneurs, jouer sur les règles, les comprendre, peut-être mieux les communiquer, peut-être sur les incivilités, avoir plus de connaissances. Bon, vous allez dire, c'est peut-être à double tranchant, mais se dire, ah bah ouais, là, il a raison parce que je comprends ce qu'il est en train de faire, l'arbitre. Donc, il y a aussi ce troisième point, ce troisième enjeu qui est d'enrichir les connaissances. Le quatrième point, d'alimenter les formations départementales. Forcément, l'effet un peu de masse qui est très forte en bas, ça va dégager beaucoup plus de candidats potentiels parce qu'on aura initié dans les écoles d'arbitrage, et donc il y aura une masse beaucoup plus forte qui vous permettra d'avoir et d'envoyer dans les formations départementales vos licenciés. J'en viens donc, pour faire la transition, à un autre enjeu qui est de répondre pour vous aux attentes du PAC 2024. Alors, synthétiquement, moins de 80 licenciés, bon, vous avez 2 saisons, il faut en envoyer un. Entre 80 et 300, vous devez envoyer un licencié, et au-dessus de 300, 2 licenciés. En formation, et une formation qui a été assidue. Sinon, vous vous exposez à une amende de 250 €. L'idée, c'est pas de se dire les 250 €, c'est une chose. Mais l'idée, c'est de se dire, on a besoin d'alimenter ces formations pour avoir après des arbitres officiels sur nos rencontres. Ce qu'on va donner, on va nous le rendre un jour. Et pas se dire, bon, ok, je vais donner des arbitres, mais c'est les miens, et puis en fait, ils vont plus arbitrer dans mon club. Et le dernier point, c'est d'augmenter le nombre de rencontres dirigées. C'est ce que je viens juste de dire. C'est augmenter le nombre de rencontres dirigées, désignées. Dirigées, désignées par les répartiteurs, par les comités. Ça, c'est l'ensemble des enjeux qui sont liés à l'arbitrage actuellement, et notamment en lien avec les écoles d'arbitrage. Pour ça, une école d'arbitrage, forcément, on y trouve des enjeux individuels, il y a les enjeux des arbitres, etc. Mais il faut penser, nous, dans l'idée, on pense à l'intérêt collectif. Collectif plus que l'intérêt individuel. Souvent, on regarde devant chez soi, on ne va pas plus loin. Et je pense qu'il est intéressant de penser pour l'ensemble du basket. Et je pense que tout le monde est là ce soir pour ça. Sur les prérequis, on ne va pas forcément faire de transition, mais les prérequis d'une école d'arbitrage, alors là, on passe sur la mise en place. C'est quoi une école d'arbitrage? Ça sert à quoi? Et on nous demande quoi? Déjà, il y a 2 types d'écoles d'arbitrage. Le premier type,
c'est l'école d'arbitrage de niveau 1, où on vous demande pas beaucoup de il n'y a pas un cahier des charges très fourni, à remplir. Il y a quand même des cases à fournir, mais il n'est pas très fourni. Le deuxième, type d'école d'arbitrage, c'est les écoles d'arbitrage de niveau 2, où là, il faut répondre à un cahier des charges et un nombre d'actions à faire dans l'année, que je vais vous présenter. Dans tous les cas, nous, ce qu'on va vous proposer, c'est que le niveau 1 ou le niveau 2, vous allez pouvoir proposer vos candidats à l'examen départemental à la fin. Pas besoin d'être en niveau 2 ou en niveau 1. Sur le niveau 1, l'un des prérequis, forcément, c'est d'avoir un formateur. Il n'a pas besoin d'être labellisé, mais il faut au moins un formateur. Le deuxième point, c'est de faire au moins 14 heures de formation en présentiel. Ça peut être sur le terrain, ça peut être théorique, ça on en parlera un peu plus tard. Mais 14 heures de formation, ça semble 7 séances de 2 heures ou 2 journées de formation ou sur un stage. On verra les possibilités. Mais 14 heures de formation pour un arbitre club semble très, très satisfaisant. Le troisième point, c'est d'avoir un support. Et c'est un peu une contrainte pour vous actuellement, c'est que bon, bah, oui, il faut se greffer un entraînement, mais l'entraînement, lui, il est obligé de travailler ce qu'il a envie de faire avec ses joueurs. Et donc, le support, des fois, une contrainte. Donc, c'est soit un support de joueurs sur un entraînement, soit, si vous avez un groupe assez conséquent, bah, c'est entre vous. Entre vous. Quatrième point, c'est remplir les démarches administratives. On y reviendra juste après. Le cinquième point, avoir un terrain, optimiser la formation sur le terrain, qui est être acteur de sa formation. Ça ne veut pas dire que les séances théoriques, c'est inintéressant. Loin de là, on peut rendre quelque chose de très intéressant et très pratique sur les séances théoriques. Mais le terrain reste hyper important lorsqu'on est sur des jeunes, notamment. Ils ont besoin de pratiquer, ils ont besoin de s'essayer, ils ont besoin de goûter à tout ça. Donc, il faut être sur le terrain. Un autre point, c'est qu'il existe une mallette de formation. Pour vous, c'est une option quand vous êtes en école de niveau 1. Vous avez le choix de l'apprendre, pas de l'apprendre. Dans cette mallette de formation, vous allez retrouver, donc c'est la fédération qui l'a mise en place il y a quelques années, vous allez retrouver des cahiers pour les stagiaires où ils peuvent faire des bilans, ils ont des petites fiches dedans pour se référer un peu s'ils ont des questions. Un référentiel pour vous en tant que formateur sur lequel il y a des exercices que vous pouvez mettre en place et un plan de formation, comment je décompose ma formation tout au long de la saison. Une affiche qui est pour de la promotion sur l'arbitrage que vous pouvez afficher dans vos clubs. Il y a une planche de coach, des sifflets, c'est des sifflets à billes, mais ça sert toujours pour commencer. Des diplômes qu'à la fin vous pouvez remettre pour symboliser que ça y est, votre licencié est arbitre club, et des chasubles. Voilà ce que comprend la mallette. Ce qui est hyper intéressant, c'est forcément le référentiel qui va vous aider à mettre en place vos formations. Pour les écoles de niveau 2, il faut également un formateur et il est fortement conseillé qu'il soit labellisé. Maintenant, ce n'est pas encore une obligation. La fédération tend à le rendre obligatoire. On est sur pareil, 14 heures de formation minimum, un support, je ne vais pas revenir là-dessus, remplir des démarches administratives, avoir un terrain à disposition. Et là, c'est ce qui diffère, c'est répondre aux 5 critères dans le cahier des charges, donc qui sont d'enregistrer au moins 2 candidats à l'examen départemental pour la saison suivante, pour être considéré niveau 2, d'utiliser la mallette pédagogique, c'est plus une option, c'est un prérequis, c'est une obligation. Aussi obligatoire, on en parlera un petit peu après. De conseiller, coacher et protéger, donc ça c'est tout ce qui fait partie de l'accompagnement, et de participer à la réunion des responsables et qui va être mis en place cette saison au sein des comités. Et le dernier point, il est de communiquer. Communiquer, ça comprend communiquer sur les rencontres de vos arbitres, mettre une petite affiche, voilà, tel arbitre arbitre à tel endroit cette semaine, etc. Il y a aussi des notions de communication à mettre en place.
je vais revenir sur les démarches administratives et quelle est la différence en soi d'une école de niveau 1 et de niveau 2. La différence, avant, c'était obligatoire pour les CTC, donc ça, je pense que vous le saviez. Maintenant, ça ne l'est plus. Mais par contre, il y a une grande différence pour nous, c'est que vous êtes référencé dans FBI et ça nous permet de clairement vous identifier, contrairement au niveau 1, facilement afin de vous accompagner au mieux. Donc passer cette étape de niveau 2, ça nous permet tout ça. Contrairement au niveau 1 où bah, ça passe par le fait de vous envoyer des mails et que vous nous répondiez, mais si vous ne nous répondiez pas, on n'est pas en fait, on n'est pas sûr du tout de savoir si vous avez une école d'arbitrage, elle fonctionne pas. Tandis que niveau 2, logiquement, bah, vous êtes obligé de renseigner tout ça et donc là, on est capable de vous identifier. Et le dernier point, pour les deux, qui va être, et je le disais, ça a été mis ici à droite pour le niveau 2, c'est d'assister, on va vous demander d'assister à la soirée, peut-être ce sera une matinée, normalement ce sera des soirées, à la soirée de début de saison des écoles d'arbitrage, sur lesquelles, en fait, on va un peu fixer le cap de la saison, parce que l'objectif derrière de l'école d'arbitrage, bah, c'est d'envoyer vos stagiaires en formation départementale, et pas en formation, mais à l'examen, sans passer par la case formation. Ce qui veut dire que c'est vous qui êtes garant du fait qu'ils puissent passer ou pas l'examen et ils sont prêts ou ils ne sont pas prêts. Il n'y aura pas d'intermédiaire entre les deux. Donc, bah, on fixe un peu le cap de la saison. On essaye d'écouter toutes vos problématiques pour vous proposer des solutions adaptées. On mettra en place au fil de la saison des soirées de formation à destination des formateurs dans chaque district et dans chaque comité pour que vous puissiez venir et échanger sur des thèmes qu'on a recensés comme étant des difficultés. L'exemple, c'est bah, moi, j'arrive pas à faire une séance sur la mécanique d'arbitrage à deux parce que, bah, en fait, je suis pas arbitre de base. Je suis passionné de basket, mais j'ai pas les connaissances de la mécanique d'arbitrage à deux qui est vraiment spécifique à l'arbitrage. Par contre, en tant que formateur, bon, je connais la règle du marché, je connais tout ce qui est autour des contacts, j'ai travaillé un petit peu. Par contre, ce thème-là, j'ai du mal. Donc, bah, on se réunira tous ensemble et on prendra les thèmes majeurs en disant on va les bosser ensemble et on va essayer de mettre en place des activités innovantes pour que vous puissiez les retranscrire dans vos écoles d'arbitrage. Donc ça, c'est un autre point et j'en reparlerai après sur l'accompagnement qu'on met en place. Donc voilà, 2 écoles d'arbitrage, niveau 1, niveau 2. Dans tous les cas, il faut assister à la soirée de début de saison. Dans tous les cas, il faut remplir des démarches administratives et faire au moins 14 heures de formation. Sur les démarches administratives, ce soir, l'idée, c'est pas que je vous dise, voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela, etc., aller dans les détails et vous aider. C'est de vous donner les grandes lignes. On va vous mettre dans la conversation un lien. Donc, c'est un tutoriel qui a été fait par la fédération qui décrit très bien les étapes à respecter en fonction du niveau de votre école d'arbitrage. Sur toutes les étapes qui sont affichées ici. Donc, déclarez annuellement sur FBI votre école d'arbitrage. Ça, c'est le premier point. Demandez ou non la validation de niveau 2. La validation se fera toujours par les comités. C'est eux qui acceptent, au vu du cahier des charges qui est rempli ou non. Bah, oui ou non, on vous valide niveau 2 sur la saison. Déclarez dans votre école d'arbitrage vos officiels, on verra qu'il y a deux types, il y a les plus de 18 ans et les majeurs et les mineurs. Mais il faut déclarer ces officiels en formation. Ensuite, une fois qu'ils ont effectué leur e-learning, bah, va falloir rentrer leur attestation qu'ils vont vous envoyer dans FBI. Et à chaque fois qu'ils vont aller officier dans votre club, parce qu'ils n'ont droit que d'officier que dans votre club, et bah, vous devrez enregistrer les officiels sur FBI également. Donc ça, c'est tout le travail administratif à faire sur la saison. Donc au final, c'est quotidien, hein, parce qu'il va falloir entrer tous les officiels qui officieront sur les rencontres de vos clubs. Et il y a un suivi à faire pour qu'à la fin, il soit validé arbitre club.
Donc, je ne sais pas si Mathieu, si Mathieu, tu peux mettre le lien dans Et la c'est bon, conversation. le lien a été mis dans la conversation. Merci. Donc, vous pourrez aller voir, tout est bien décrit. Ce point-là, on le reverra sur les soirées de début de saison. On en reparlera forcément pour savoir si ça a bien été fait ou pas. Et pour ceux qui ont qui ont des difficultés, on pourra les aider. Alors Mathieu, j'ai vu que le son saccadait. Est-ce que toi aussi? Oui, ça saccade par moment. S'il faut, si on reconstate ça, on débranche le dongle et puis à ce moment-là, mets ton son directement via ton ordi. Ok. Ok, bon, bah si ça revient, je ferai ça. Je te tiendrai au courant. Ouais, très bien, merci. Donc voilà par rapport aux démarches administratives. Donc vous pourrez sélectionner niveau 1, niveau 2 également. En sachant que pour les écoles de niveau 2, ce sera un fichier à envoyer, mais ça, tout vous sera expliqué plus amplement. Il y a une page, un Excel à remplir sur est-ce que j'ai participé, est-ce que j'ai bien acheté la mallette, oui, est-ce que, etc. Si le cahier des charges est bien rempli. Donc, maintenant qu'on a parlé des démarches administratives, bon, forcément, il y a la question du formateur. Le formateur, c'est quelque chose qui revient très souvent et c'est dans le sondage qu'on a pu faire. Bah ouais, mais moi, j'ai des personnes intéressées, mais je ne sais pas qui peut former ces personnes-là. Et c'est pas un problème, entre guillemets, un problème ou une problématique d'ici. C'est une problématique, je pense, nationale. On a toujours des personnes intéressées, mais on ne sait pas qui est en capacité de les former et qui a surtout le temps alloué pour les former. Nous, l'idée, c'est de se dire, on va vous accompagner. Donc, un entraîneur qui veut former des arbitres, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il sera accompagné, il a des connaissances. On connaît tous dans le club quelqu'un qui a beaucoup de connaissances basket et même réglementaires. Pourquoi pas l'entraîneur? Il est en capacité de former. Comme je disais tout à l'heure, il aura peut-être des problématiques liées à ce qui est vraiment spécifique à l'arbitrage et c'est là, nous, où on souhaite l'aider. Un arbitre, forcément. Forcément, dans vos clubs, il y a toujours des arbitres. Sollicitez-les pour mettre en place des formations. Alors, on verra plus tard que être arbitre, c'est pas forcément être bon formateur, mais en étant accompagné, c'est le devenir, un bon formateur. Ensuite, les officiels de table de marque, ils ont des connaissances réglementaires, ça nous va aussi. Par contre, ça, encore une fois, ça demande forcément peut-être un accompagnement sur certains points. Des dirigeants, même chose, des observateurs d'arbitres, donc des anciens arbitres, avec plaisir. Et des salariés. Alors pourquoi j'ai mis ce point-là? Parce qu'avec la Ligue, bon, il y a un développement des. Je ne sais pas si parmi vous, vous avez des BPGEPS au sein de vos clubs, mais il y a un développement des BP dans les clubs et dans le cadre de leurs projets, c'est des choses qu'ils peuvent mettre en place. Donc, je vous donne un exemple. L'année dernière, j'ai formé 85 BPGEPS en tant que formateur labellisé pour encadrer dans les dans les clubs les écoles d'arbitrage. Donc il y a aussi, vous pouvez aussi vous appuyer sur eux, alors leur mettre l'idée et puis nous après même chose, hein, rentrer dans un cadre d'accompagnement pour qu'on puisse les aider à mettre en place leur école d'arbitrage. Mais pour ça, il faut forcément avoir un minimum de connaissances réglementaires. J'ai cité beaucoup de monde, mais il y a des entraîneurs qui ne seront pas capables, comme d'autres seront excellents dans la chose. Et je pourrais étendre ça à tous les types de personnes qui ont été citées. On peut toujours reporter ses réponses. Souvent, ça fait peur. On dit, ouais, mais si on me pose une question, ouais, je vais pas être en capacité de pouvoir répondre parce que j'ai pas encore les bagages nécessaires. C'est pas grave ça. C'est pas grave. Même nous encore maintenant, par moment, la question très précise, ah non, là j'ai pas, non, je vais pas lui répondre tout de suite, mais je vais reporter et je vais moi continuer de me former parce que je vais aller rechercher l'information et je vais la transmettre. Donc il y a toujours cette solution de pouvoir reporter les réponses.
D'autre part, vous allez être accompagné par votre district, votre comité, votre ligue. Il y aura des référents qui sont clairement identifiés, des accompagnateurs qui vont pouvoir, dont on vous communiquera les noms très prochainement même. Votre district, le comité, la ligue, on est là pour vous accompagner. Et aujourd'hui déjà, c'est ce qu'on essaye de faire maintenant, et c'est ce qu'on fera encore mieux demain. Donc ce point-là est hyper important. Vous pouvez être guidé par la mallette de formation. C'est très simple à suivre. Franchement, c'est très simple à suivre. C'est assez évident. Bon, voilà, on vous dit, il faut faire ça, mettez ça en place. Bah, si je veux retranscrire, allié avec des connaissances réglementaires, c'est fortement faisable. Nous, de notre côté, en tant que référent, bah forcément, on a des supports de formation, on a des séances qui peuvent être mises à disposition. Maintenant, je peux vous donner entre guillemets, la meilleure séance du monde. Il faut l'assimiler, il faut savoir ce qu'on a envie de retranscrire. Donc, mais on est en capacité de vous fournir ça, et les référents, il faudra s'appuyer sur eux, et qui relayeront vers moi si besoin pour qu'on puisse vous aider. Et le dernier point qui est hyper important, la pédagogie n'est pas donnée à tous. Ce que je disais tout à l'heure, on peut être un très bon arbitre, mais si on n'a pas l'aspect pédagogique, nos messages vont avoir beaucoup de mal à passer, ils ne seront pas très fluides. Et il y a des personnes qui sont très pédagogues et qui sont en capacité d'animer une séance sur n'importe quel sujet, en ayant forcément un minimum de connaissances réglementaires et sans citer ce que j'y ai mis avant. Mais la pédagogie est aussi hyper importante dans l'arbitrage, j'étendrai ça un peu à tout, hein, mais dans l'apprentissage d'autres personnes. Donc voilà, un formateur, mon point de vue, il ne faut pas s'inquiéter. Vous pouvez prendre quelqu'un de motivé, disponible. Là, la contrainte. Maintenant, 7 fois sur l'année, 2 heures, bon, je pense que c'est en capacité. Si c'est un formateur, mais que la fois d'après, ils sont en relation et qu'il y en a 2-3 qui veulent se partager la tâche sur l'année, mais c'est une possibilité. Maintenant, il faut qu'ils soient cohérents dans ce qu'ils font, donc qu'il y ait une trame à suivre. Mais en tout cas, ça peut être aussi cohérent d'avoir plusieurs formateurs. En tout cas, la question de disponibilité, en mettant 14 heures sur une année, en ayant eu un de vos collègues tout à l'heure au téléphone qui ne pouvait pas assister et justement qui me posait cette question, il me dit « Ah oui, 14 heures, ça va. Ça va, oui, ça va. » Maintenant, il faut quand même pouvoir avoir à disposition. Ça va pour certains, mais je sais aussi que pour d'autres, ça peut être difficile. Mais il y a cette possibilité. On va vous rajouter une autre possibilité derrière pour essayer de vous aider. On en vient à la planification maintenant. On ne va pas s'étaler là-dessus. C'était juste pour vous donner 2 exemples de planification de formation sur une saison. Ça, c'en est un premier. Il n'est pas arrêté pour le moment. Mais l'idée, c'est de vous dire que lors de la soirée de début de saison, ça, on va vous le demander. Vous avez prévu quoi cette année de mettre en place? On a prévu ça, et peut-être on va se conseiller entre nous, parce que nous, on va prendre un peu de vous et on va vous donner aussi des conseils en disant tiens, par contre, s'ils doivent passer l'examen à 2, si vous ne mettez pas de mécanique d'arbitrage à 2, ça va être compliqué de passer l'examen. Ça va être compliqué, donc il faudrait peut-être mettre une séance. Donc il y a cette possibilité d'organiser sa formation étalée sur l'année en des séances de 2 heures, 1 heure et demie. Enfin, après ça, le timing en fonction de la taille du groupe, ça sera à vous de voir, entre 1 heure et demie et 2 heures, mais pour faire les 14 heures, et limiter le nombre de séances, 2 heures, c'est intéressant. On peut avoir cette forme-là, et on peut avoir aussi la forme sur un stage, sur une journée. Je sais qu'il y a des clubs qui font des stages sur la journée avec les joueurs. Et là, c'est intéressant d'allier les deux, dire tiens, on va faire notre école d'arbitrage sur le stage de Pâques parce que il y a un stage joueur, et pour nous, ça, on a un support. En plus, on mobilise sur une concentration de l'année. C'est que ce moment-là. Concentrer une formation, les jeunes sont dedans. Ils sont pris par cette formation.
Donc il y a aussi ce moyen-là de former sur une journée. Donc là, j'ai mis une journée de formation, hein, mais sur 14 heures. Après, on peut l'étendre à plus si on le souhaite, comme c'est sur un stage. Mais ça, c'était un type d'exemple de formation sur une journée. Donc il y a ces 2 types de possibilités et après il y en a une troisième qui est un peu plus complexe, j'ai envie de dire, quand on est sur de l'apprentissage et ça demande beaucoup d'accompagnement, c'est sur des tournois. Sur les tournois de moi, pour avoir appris personnellement, j'ai appris sur les tournois loisirs, donc c'était à Orchy. Et après, je me suis formé à Templeuve, mais vraiment, j'ai découvert en arbitrant du loisir, le tournoi loisir. C'est un exemple. Bah, voilà, il y avait pas d'arbitre, fallait arbitrer, j'aimais bien ça. Enfin, je pensais bien aimer, et au final, ça s'est confirmé. C'est un autre exemple. Le tournoi peut être une possibilité, mais ça demande forcément que tous les arbitres soient vus, un accompagnateur qui les conseille et qui les coach aussi pendant. Donc, il y a cette troisième possibilité que j'ai pas affichée. Maintenant, un arbitre club, il fait quoi? Il sert à quoi? C'est bien, je vous ai vendu une école d'arbitrage. Normalement, si vous avez fait tout ça, à la fin, vous avez des arbitres club. Donc des arbitres qui peuvent arbitrer uniquement dans votre club, dans votre club. On a 2 types d'arbitres club, je l'ai dit tout à l'heure, les mineurs et les majeurs. Faut qu'ils soient obligatoirement licenciés à la fédé, forcément. Faut qu'il soit formé dans l'école d'arbitrage de son club. On verra que pas forcément. Pas forcément. Par contre, il devra arbitrer dans son club. Il peut être formé ailleurs. C'est pas un problème. Qu'il ait suivi, bon, avec la mallette de formation, pas forcément non plus. Mais par contre, un arbitre club, il est validé à partir du moment où il a réalisé son e-learning, parce qu'il y a 2 parties. La partie e-learning, pareil, ça on vous l'expliquera en temps normal, qui dure 3 heures, et qu'il ait suivi son temps de formation pour les mineurs de 14 heures. Et qu'il ait arbitré 5 matchs. Automatiquement, après son 5e match, le licencié deviendra dans FBI arbitre club. Donc ça, c'est pour les mineurs. Et il arbitre bien dans son club. Il n'arbitre pas dans le club d'à côté. Par contre, pour les majeurs, lui, il doit faire juste la formation à distance. Et s'il veut, il édite son certificat, il vous l'envoie et il est nommé arbitre club dans FBI. Lui, il peut arbitrer des jeunes et des seniors s'il est plus âgé et surtout s'il en est capable. Ne mettez pas des arbitres pour mettre des arbitres, je sais bien qu'il en faut, mais il faut faire attention aussi aux dangers que ça peut représenter pour lui, pour les joueurs, pour les entraîneurs, pour un peu pour tout le monde en soi. Tandis que l'arbitre mineur, lui, il peut arbitrer que les matchs de jeunes. On insiste là-dessus. Alors, s'il est avec un senior, pourquoi pas le mettre sur les matchs du 17, même s'il est un peu plus jeune. Enfin, mais en tout cas, c'est que des matchs de jeunes. Il n'arbitre pas en senior quand il est arbitre club. Quand il est arbitre club. Donc voilà, vous avez 2 types de populations. Normalement, à la fin, vous avez vos arbitres club. À l'issue d'être arbitre club, nous, de notre côté, on va forcément vous demander, comme on va être proche potentiellement et on va avoir souvent contact ensemble, on va vous demander de proposer, est-ce que vous n'avez pas des arbitres qui sont en capacité de passer l'examen? Alors en fonction des départements, c'est soit 15 ans, soit 14 ans. Vous allez voir, la population est généralement assez jeune dans les arbitres clubs. C'est peut-être quelque chose qui se prépare. On a peut-être des jeunes de 13 ans, 12, 13 ans qui vont venir. Va falloir les préparer à passer, à être prêts à 14 ans. Leur examen. Et donc, on va vous demander, au moment de tout ça, est-ce que vous avez des personnes à mettre, à faire passer l'examen cette saison? Et après, là, vous nous communiquerez les noms et on organisera les comités, etc. On organisera le rassemblement pour qu'ils puissent passer l'examen. Ça demandera forcément de connaître les attendus de l'examen. Et tout ça, encore une fois, sera dit sur la soirée de début de saison par rapport à la trame qu'on veut donner sur l'ensemble de la saison.
Voilà par rapport aux arbitres club. Alors maintenant, ça c'est un peu tout ce que vous devriez faire si vous le souhaitez, à créer une école d'arbitrage. Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, le but, c'est pas de vous dire, on vous demande et il faut faire et on vous laisse tout seul, mais c'est de contribuer à tout ça. Alors, il y aura plusieurs échelles. La première échelle, nous, au niveau de la ligue, alors là, je m'exclus, il y a aussi mon poste forcément qui contribue, mais on verra que c'est la ligue, les comités, donc c'est pour ça que je me suis pas situé qu'à la ligue ou que les comités. C'est un ensemble. Mais la ligue organise un stage de formateur labellisé. Le stage de formateur labellisé, il permettra aux formateurs d'acquérir une pédagogie à mettre en place au sein de leur formation. Et là, c'est la ligue qui organise, la ligue qui demande au comité est-ce qu'il y a des personnes intéressées. Le comité remonte le nom des personnes qui sont intéressées pour devenir formateur labellisé. Donc, si vous souhaitez, alors cette année, ce sera pendant les vacances d'octobre, il me semble. Si vous souhaitez avoir des formateurs labellisés, s'il y a des clubs, si au sein de votre club vous souhaitez en mettre en place, vous contactez votre comité en disant moi j'aimerais bien, et puis ils vous répondront est-ce que c'est possible ou pas, parce qu'il y a un nombre de places limité. Ça doit être à peu près à 20, ça doit être 20 ou peut-être même 18. Donc 18 places sur la saison. Donc forcément, là on est 70. Si les 70 se proposent, on ne sera pas en capacité. Donc les comités, après, nous remonterons l'information et on vous transmettra. Ensuite, les comités, les districts, de par le poste, de par ce qu'on va mettre en place avec les référents qui vous seront transmis, on va mettre en place dans chaque district, alors peut-être pas chaque district en fonction de la quantité des écoles d'arbitrage, mais peut-être chaque district dans le Pas-de-Calais, dans le Nord, on va peut-être en mettre 2 pour réunir les 2 districts. District plus vers le terrien et le maritime, et après tout ce qui est valenciennois, douaisis, avec Cambrésis ensemble, peut-être se réunir. Mais en tout cas, il y aura les réunions de début de saison qui vous seront transmises pour vous inscrire, sur lesquelles les écoles d'arbitrage sont invitées, les formateurs, les responsables. Donc ça va être courant octobre. Là, tout est en train de se lancer sur courant octobre. Là, on est en train de voir les référents. Et puis, une fois qu'on a tous les référents, on va se positionner sur des dates assez rapidement. Donc ça, c'est le premier point. Je l'ai dit tout à l'heure, des soirées d'échange avec les formateurs d'écoles d'arbitrage sur des thèmes qui sont peut-être à mettre en place. Et alors, je l'ai mis en projet parce que forcément, là, on arrive, on dit, ouais, on va mettre tout ça en place, mais forcément, il faut être ambitieux, certes, mais réaliste aussi sur les capacités qu'on a actuelles et pas vouloir aller trop vite. Donc en projet, se dire, on va aller visiter les écoles d'arbitrage qui sont identifiées. Les visiter, c'est pas visiter pour dire toi c'est bien, toi c'est pas bien, mais c'est pour vous accompagner, pour accompagner vos formateurs sur le temps d'une séance, par un formateur qui a été de notre côté soit labellisé, soit un formateur de CDO qui participe activement à la formation et qui se déplace sur un temps. Donc ça, j'ai mis en projet, ça peut arriver très vite, très très vite. On n'arrive pas encore à le mesurer, ça dépendra du nombre de personnes investies et aussi nous de notre côté, on a aussi la disponibilité qui rentre en jeu et donc on va dire dans les 2 ans, 2-3 ans, 3 ans, j'espère que ce sera déjà bien mis en place, même que ça roulera, mais on va dire sur les 2 ans, là, si on donne cette saison et le début de saison prochaine, ça va être mis en route progressivement sur la visite des écoles d'arbitrage.
Donc, je l'ai dit, il y aura des référents identifiés qui vont permettre de répondre aux problématiques, aux besoins, qui sont identifiés comme soutien, et au cas où, au-delà du référent, de mon côté étant responsable de ce projet-là, qui se référeront de mon côté si besoin, ou si vous le souhaitez, et que vous n'avez pas de réponse, peut-être qu'il y a des disponibilités qui ne se font pas, il y a aussi moi de mon côté, je suis en capacité de pouvoir vous répondre. Et le dernier point, on va parler de la coordination, de la mutualisation, qui va être un dernier point de cette visio. La coordination de la mutualisation qui va être un des points clés sur ce début de saison, qu'on va essayer de mettre en place avec vous. Mais pour des questions qui peuvent vous mettre des problématiques de votre côté, on s'est dit on va éviter de leur mettre des problématiques. Déjà, une école d'arbitrage, c'est bien, c'est super de la mettre en place, mais si après on met des bâtons dans les roues en disant on veut mutualiser, mais ouais, j'ai des bâtons dans les roues, bon, c'est un peu entre guillemets lourd pour vous. Donc, on verra tout de suite ce qu'on met en place sur la mutualisation. La mutualisation qui répond à plusieurs problématiques, notamment celle du formateur, la première dont on a évoqué. J'ai des candidats et c'est ce qu'on peut voir dans l'ensemble des clubs. Alors, on a fait un sondage, donc vous avez certainement tous répondu à ce sondage-là auprès des clubs. Donc, on a eu 110 réponses. Sur 110 réponses, à 72% des clubs, c'est-à-dire sur 72 clubs, vous avez 3 stagiaires, candidats, on va dire, ou moins, qui sont intéressés par l'arbitrage. Est-ce que c'est hyper intéressant de mobiliser un formateur pour une personne? Je pense pas. Je ne pense pas. Pour 2, c'est pas encore génial en termes de rentabilité pour le formateur. Pour 3, bon, ça peut devenir intéressant. Donc, il y a cette question de disponibilité de formateur, mais également cette question de nos groupes sont trop petits et on ne va pas mettre en place pour 3 personnes. Donc, l'une des solutions pour répondre à cette problématique-là, c'est de mutualiser. Dans la mutualisation, on va avoir des clubs extérieurs qui vont pouvoir envoyer dans leur 1, 2, 3, ou alors peut-être 4, peut-être un peu plus, et c'est là où on intervient sur la coordination, vont pouvoir envoyer leurs licenciés se former dans l'école d'arbitrage qui est à côté. Parce qu'ils ont un super formateur, parce que ça retourne, parce qu'ils ont de la place, et qui se sont proposés, et c'est là où c'est important, ils se sont proposés pour accueillir des stagiaires dans leur club. Et j'insiste sur le mot proposer, ça veut dire que là, ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de vous dire, vous allez avoir une école d'arbitrage, automatiquement il va y avoir des clubs chez vous. Non, pas du tout. Je suis en train de vous dire, si vous souhaitez, vous pouvez, on verra sur le process derrière, nous dire que vous souhaitez accueillir des personnes dans votre club. Combien? 4, 5, 6, 3, 2. Quelle capacité vous pouvez accueillir? Et dans ce cas-là, après, on mettra en place le processus de mutualisation entre les clubs. Alors, j'ai entendu que ça se faisait un peu dans le Pas-de-Calais, sur des secteurs, et que ça fonctionnait plutôt. Donc voilà, ça c'est l'une des propositions, c'est d'avoir un club qu'on appellera du coup un club formateur, dans lequel il va y avoir la formation dans leur école d'arbitrage, et un club accompagnateur. Le club accompagnateur, pourquoi? Mais on va d'abord parler du club formateur, sans rappeler tout ce qu'on doit mettre, mais bon, forcément, il y a la création administrative de l'école d'arbitrage, la gestion administrative des stagiaires de son club, pas du club d'à côté. Je gère mes stagiaires, je ne gère pas ceux du club d'à côté. Il faudra qu'ils se déclarent comme club formateur. Donc club formateur, j'entends par là
le club qui souhaite accueillir des stagiaires d'extérieur dans son club. On verra comment on fait après. Il y a une manipulation à faire sur le site de la Ligue. C'est lui qui va animer les séances de formation et il va faire le suivi des arbitres en formation de son club, pas du club d'à côté. Je suis mes arbitres en formation sur les rencontres du week-end dans mon club, pas celui d'à côté. Tandis que le club accompagnateur, lui, va devoir faire une demande de mutualisation, pareil, sur le site de la Ligue. On a mis en place un formulaire à remplir. Va devoir faire la gestion administrative des stagiaires qui sont mis en formation. Donc, ses propres stagiaires, il va devoir les mettre en formation sur FBI, renseigner leur certificat et les mettre sur les rencontres, les enregistrer sur les rencontres pour qu'ils puissent être validés à la fin. Et le dernier point, c'est qu'il doit suivre ses arbitres en formation. Être club accompagnateur, c'est pas ne rien faire, ne pas participer à la formation, mais c'est avoir le devoir de les accompagner lorsqu'ils sont sur les rencontres chaque week-end. Ça peut être un entraîneur, ça peut être un bénévole, mais quelqu'un qui a un soutien moral pour l'arbitre sur la rencontre et sur lequel il peut se référer en cas de difficulté. Peut-être pas des difficultés réglementaires, parce qu'on n'est pas toujours en capacité de répondre, mais les difficultés liées aux incivilités, liées aussi au moral de l'arbitre, parce que quand on est à 13 ans, qu'on se retrouve face à des adultes qui sont entraîneurs, qu'on se retrouve avec un match avec de l'enjeu, humainement et seul, on va dire que on peut, face à nous-mêmes, se retrouver en difficulté sans qu'il y ait des difficultés liées à l'extérieur. Donc, le club accompagnateur, il aura toujours cette notion de vous devez les accompagner dans vos clubs. Pour ça, il faudra, on verra plus tard, lors des... il y a des mails qui vous seront envoyés à ce sujet lorsque tout sera mis en place. Ça peut se faire ça dès demain, ça peut se construire dès demain. Tout est prêt pour qu'on puisse enclencher le processus. Mais pour ça, on vous demandera de remplir un document et de nous donner des personnes identifiées comme étant accompagnateurs. Donc, des licenciés de votre club qui seront identifiés. Voilà, moi, dans mon club, j'ai repéré qu'il y avait un tel. Il était là le samedi. Il s'occupait un peu de la rencontre. Il touche un peu au basket. Je vais le mettre avec le jeune et il va l'accompagner. Donc, voilà sur la notion de club formateur, club accompagnateur. Ce qui diffère, c'est juste que le club accompagnateur n'est pas en capacité de faire de la formation. Il y aura toujours des cas exceptionnels, et ce serait encore top, que par exemple, deux clubs formateurs puissent se dire moi j'ai un formateur là, mais il est dispo qu'une semaine sur deux. Mutualiser aussi. Je suis club formateur, moi aussi, mais bon, mon formateur il va pas pouvoir tout assurer, mutualiser. Et là, on verra comment cette solution peut être intégrée dans le formulaire, mais vous mettez un club formateur, accompagnateur, et après vous m'envoyez un mail en disant, on verra le processus derrière, mais en disant voilà, on est deux clubs formateurs, mais on n'est pas en capacité d'assurer toutes les séances. Donc sur la demande de mutualisation, on va avoir le club accompagnateur qui va devoir envoyer, mais plutôt aller sur la manipulation après, sur le site de la Ligue pour remplir son formulaire. Il va envoyer son formulaire au responsable des écoles d'arbitrage, donc moi, qui vais recevoir l'ensemble du formulaire. Dans ce formulaire, on va trouver le nombre de licenciés qui souhaitent mettre en formation, potentiellement le club qu'il a déjà identifié, parce que vous connaissez. Tout à l'heure, j'ai l'exemple, on m'appelle, tel club, on est bien en relation, on souhaite faire ça. Vous connaissez, voilà, on ne va pas vous mettre avec le club d'à côté. Mais donc, ou alors, si vous n'en avez pas, mettre le rayon, le nombre de kilomètres sur lequel vous pouvez accepter de dire ce club-là, on peut aller jusque-là pour mettre nos licenciés en formation. À l'issue, je reçois tout et moi, je vais faire la demande
auprès des clubs formateurs qui ont déjà été identifiés, donc qui ont rempli le questionnaire et qui ont mis voilà, moi je veux être club formateur, je peux accueillir 5 personnes, pas plus. Donc moi de mon côté, en ayant le suivi, bah, s'il y a plus de 5 personnes, déjà je suis en capacité de dire tout de suite non, c'est pas possible, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Ou alors si c'est 6, bon, pourquoi pas demander au club formateur. Maintenant, cette demande, elle va être effectuée au club formateur, qui va me faire un retour personnellement et sur lequel je transmettrai au club accompagnateur les informations, c'est-à-dire les contacts du responsable de la formation pour qu'il soit en relation directement avec. Donc ça, voilà un peu la demande de mutualisation. Je vais faire ça tout de suite, je vais vous montrer. Donc, je ne vais pas aller trop vite. Donc, vous allez sur le site de la Ligue. Logiquement, vous arrivez ici. Vous cliquez, et tout ça c'est pareil, hein, ça vous sera rappelé, et puis il y aura le replay ou que vous pouvez regarder si vous souhaitez vous remémorer comment on fait. Vous cliquez sur hautefrance.com, hdf.com, vous allez sur Doc Utile, et dans Doc Utile, il faut juste descendre un tout petit peu, pardon, vous allez sur Officiel, et là il faut descendre un tout petit peu, et vous trouvez un onglet, juste ici, École d'arbitrage. Dans cet onglet, il y a le formulaire de demande ou de recensement pour la mutualisation d'écoles d'arbitrage. Je vais vous le montrer. Il se présente comme ceci. Vous renseignez le nom de votre club. Moi, je vais mettre Ligue HDF. Vous identifiez soit en tant que club formateur, donc vous ayez déjà une école d'arbitrage. Il vous propose de niveau 1 ou de niveau 2. Je vais faire cet exemple-là, par exemple de niveau 1. Et puis ensuite, vous renseignez le nom, le responsable de votre école d'arbitrage, son mail, etc. Et à la toute fin, tiens, hop, mettre un fictif. On va pas, faudrait que je mette les bonnes coordonnées. Vous allez me dire celui-là, c'est pas grave. Vous l'avez tous de toute façon. Hop. Et voilà. Donc ici, après, vous tombez sur cette troisième étape. C'est le nombre de stagiaires que vous avez dans votre club. On va dire que j'en ai 5. Et c'est quoi votre capacité d'accueil? Je peux accueillir 1, 2, 3, jusqu'à 10 personnes et plus. Après, si c'est plus, vous me précisez, mais ça m'étonnerait qu'on aille jusque-là. Ce serait beau, mais ça m'étonnerait. Et après, vous me renseignez. Moi, de ça, je récupère toutes les informations et puis je stocke ça, ce qui me permettra d'avoir un suivi de la capacité d'accueil que vous avez. Pour la demande de mutualisation, donc en tant que club accompagnateur, ce sera exactement la même chose, sauf que vous rajoutez les kilomètres ou le club avec lequel vous voulez mutualiser. Donc voilà sur le processus, sur le process pour la demande de mutualisation qui va être mis en place dès demain. Je le dis, c'est dès demain, même dès ce soir, si vous êtes déjà école d'arbitrage et vous voulez vous mettre dedans, allez-y. Et puis dès demain, on pourra regarder tout ça. Sur la mutualisation, moi j'insiste vraiment, je pense que c'est pas une conviction personnelle parce qu'on a échangé lors de la réunion, parce qu'on se réunit avec les présidents de CDO, on échange sur ce projet. Je suis pas seul à le faire et c'est important de le rappeler que les présidents de CDO, les présidents de Ligue, Mathieu aussi, on est plusieurs à se questionner sur ce sujet-là, on centralise, on réfléchit, on met des choses en place
Et cette mutualisation, c'est un sujet qui est ressorti, notamment par rapport aux statistiques qu'on a pu en faire. Je parlais tout à l'heure des 3 voire moins stagiaires, par rapport au fait de ne pas avoir des formateurs, d'avoir toujours il y a sur l'ensemble des clubs, 98% des clubs ont au moins une personne intéressée par l'arbitrage, et c'est dommage que cette personne, n'ait pas la capacité de pouvoir se former et en fait, on la perd tout de suite, assez rapidement. Donc j'insiste sur la mutualisation. Il y a plein de clubs qui m'ont mis dans le sondage qu'ils étaient intéressés, qui souhaitaient bien accueillir des personnes. Je vous invite à, dès ce soir, demain, ou dès que vous ayez un peu plus d'informations sur la formation de votre d'école d'arbitrage dans votre club, je vous invite à aller remplir le formulaire. Pour les autres, forcément, il n'y aura pas tous les clubs formateurs tout de suite, donc vous attendez un petit délai, hein, le temps que les clubs formateurs s'identifient. Si vous vous positionnez en tant qu'accompagnateur, ça mettra au début un petit peu de temps, le temps que tout le monde s'y mette. Et voilà, donc j'insiste sur la mutualisation. Les prochaines étapes, ce sera de faire les soirées de début de saison, et vous allez voir passer des mails sur les écoles d'arbitrage par rapport aux référents. On va vous identifier les référents, on va vous donner les dates de début de saison. Chaque comité après verra sur les inscriptions comment on fonctionne par rapport aux inscriptions sur les soirées de début de saison. Et une fois que vous serez clairement identifié comme école d'arbitrage, on aura pu inonder des boîtes mail qui sont pas forcément intéressées pour le moment, voire pas du tout. Et donc, on vous ciblera sur la communication, on ciblera vos responsables de formation. À savoir, par moment, on part dans les spams. Donc, il se peut aussi que de mon côté, vous recevez des choses dans les spams. S'il y a pour l'instant un contact que vous devez... Alors, je passe tout ça. On l'a déjà vu. S'il y a un contact que vous pouvez avoir dès maintenant, c'est le mien. Alors, je vous affiche mon adresse mail. Si vous avez des questions, alors il y a forcément des questions dans le chat. Peut-être qu'on aura un petit peu de temps pour y répondre. Mais si vous avez besoin d'un contact pour le moment, allez-y, c'est celui-là. Je vous répondrai au maximum. J'ai essayé de répondre à tous ceux qui avaient des difficultés pour la visio de ce soir, etc. Donc n'hésitez pas à me contacter. Dans les mails, il y avait mon numéro de téléphone. Et après, une fois que vous aurez vos référents, je vous inviterai à forcément plus d'abord passer par vos référents qui me transmettront les demandes. Mais pour l'instant, comme vous ne l'avez pas, vous pouvez me solliciter sur ce sujet-là. Écoutez, merci pour votre écoute par rapport à la présentation que j'ai pu en faire. Forcément que c'était descendant ce soir, très peu, pas participatif du tout. Mais je vous remercie pour votre écoute.